Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette table ronde qui va être ultra riche puisqu'on va parler de l'ambition, un thème très important surtout quand il s'agit des femmes entrepreneurs. Alors souvent quand on parle d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat féminin, on pense manque d'ambition. Les femmes, elles seraient trop prudentes, elles ne seraient pas assez confiantes, les femmes, elles n'oseraient pas. En vrai, c'est tellement réducteur parce que la réalité, c'est que les chiffres racontent complètement autre chose. Je vais vous donner quelques chiffres qu'il faut retenir. En 2023, c'est 3 Françaises sur 10, ça fait quand même 7,7 millions de femmes qui sont engagées dans une dynamique entrepreneuriale. On peut aussi s'arrêter sur l'indice entrepreneurial féminin. Cet indice, il est toujours inférieur à l'indice entrepreneurial masculin, mais l'écart se réduit. Et ça va très vite puisqu'en 2018, on observait un écart de 14 points et il n'est plus que de 8 points en 2023. Donc ça bouge, la dynamique elle est en marche. Et parmi les entreprises en activité, un autre chiffre important, 40% des entreprises individuelles sont dirigées par des femmes, c'est beaucoup. Et si on s'arrête sur le programme French Tech 2030, 30% des CEO ou des cofondatrices sont des femmes. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer que les femmes ne manquent pas d'ambition, c'est clair, on va en parler pendant 40 minutes. Financement, innovation, impact sociétal, développement à l'international, c'est tout ce dont on va parler. On va en parler sans autocensure avec nos trois intervenantes qui s'approprient la notion d'ambition. Alors, je vais vous présenter, mais d'abord un petit mot très bref, puisque ce n'est pas moi le centre d'intérêt, mais sur moi qui je suis. Je m'appelle Hélène Guignou-Boncoeur et je suis journaliste au magazine Elle. Et à ma droite, bonjour, merci d'être là, Karima Ben Abdelmalek. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vous présente brièvement, vous êtes CEO et présidente d'Appen. Alors, Appen, je pourrais rentrer dans le détail, mais je crois qu'on vous connaît bien. On vous connaît bien parce que vous êtes leader français et européen des applis dating. Vous avez plus de 150 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Vous êtes une French Tech incontournable, c'est sans débat. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est votre parcours qui est atypique, puisque vous êtes entrée chez Appen, vous étiez directrice juridique. Voilà. Et vous avez évolué, vous êtes devenue secrétaire générale et aujourd'hui, vous militez pour que davantage de femmes s'engagent dans la tech. Et on va en reparler tout au long de cet échange. Tout à fait. Merci d'être là. De l'autre côté, je me tourne vers vous, Claire. Donc, vous êtes Claire Breton. Vous avez cofondé Underdog. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le gros électroménager reconditionné. Alors, le gros électroménager, c'est très vaste. Hein. C'est lave-linge, lave-vaisselle, même cave à vin. C'est hyper vaste, tout ce qu'on trouve sur votre site. Et l'entreprise est basée à Nantes. Vous l'avez fondée en 2023, vous avez déjà 25 salariés, si je ne me trompe pas. Et vous avez reconditionné et vendu plus de 6000 machines déjà, c'est énorme. Et vous, votre ambition, c'est faire du reconditionné une nouvelle norme. Exactement, c'est très bien résumé. Merci. Et pour finir, Nina, bienvenue. Merci. Donc vous êtes CEO de Ramène ta fraise. Pardon, j'ai dit juste votre prénom, c'est Nina Ramon, c'est écrit, mais c'est important de le dire. Vous êtes CEO de Ramène ta fraise et votre terrain de jeu, c'est LinkedIn notamment. Et en fait, j'ai gardé une citation que j'ai vue sur votre page pour vous présenter parce que je la trouvais vachement chouette. Vous vous présentez comme la communauté exclusivement féminine pour enfin trouver la méthode, le soutien, l'inspiration et le courage de poster sur LinkedIn et tout casser. J'adore. Exactement, c'est ça. C'est génialissime. Et vous aussi, vous avez un parcours un peu atypique, puisque j'ai appris que vous avez fait des études d'ingénieur en chimie, puis un stage en R&D chez L'Oréal, qui n'a pas dû être très concluant, puisque vous avez complètement changé de voie. Vous vous êtes réorienté dans le domaine du recrutement, et vous avez passé 4 ans dans ce domaine-là, et en 2020, vous avez décidé de vous lancer en tant que copywriter. Je le cite parce que ça peut intéresser les personnes qui nous regardent. Vous avez fait un livre et votre livre, c'est Copywriting pour entrepreneurs et indépendants qui est paru chez Erol en 2023. Tout à fait. Merci. Super. Merci à toutes les trois d'être ici. Pour commencer, j'ai envie d'entrer dans le sujet par le biais un petit peu personnel, votre vision de l'ambition. Pour commencer, je me tourne vers vous, Claire, puisque en cherchant le terme d'ambition, je suis tombée sur une définition qu'a donnée Kelly Massol, qui est présente aujourd'hui. Elle a créé Les Secrets de Loli, qui est une énorme boîte.
Et elle est ambitieuse, revendiquée, aucun complexe. Et elle dit l'ambition, c'est tout simplement avoir un plan. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pour moi, l'ambition, c'est la multiplication de deux choses. La première, c'est une énorme envie de vouloir changer les choses. Et la deuxième, c'est un travail acharné pour pouvoir réaliser cette envie-là. Et cette envie de changer les choses, elle peut avoir n'importe quelle échelle. Je peux avoir envie de changer ma vie, celle de ma famille, de mon quartier, de ma ville, du monde entier, peu importe. Mais j'ai envie de changer les choses. Et derrière, il y a tout un travail acharné pour réaliser tout ça, puisque une envie de changer les choses sans travail, ça s'appelle un rêve. Et c'est différent de l'ambition. Donc pour moi, ce serait vraiment la multiplication d'une vision et de la sueur. Ok, donc un rêve mais ancré dans le concret, quoi. Exactement. Proche du sol. Ok, super. Nina Raman, être ambitieuse, c'est aussi oser prendre la parole, hyper important aujourd'hui. C'est un peu faire son personal branding, comme on dit. Votre plan que vous m'avez présenté quand on a préparé cet entretien, c'est d'organiser un challenge avec 10 000 femmes qui vont prendre la parole en même temps sur LinkedIn. Je trouve ça incroyable, mais pourquoi un tel défi ? C'est quoi l'idée derrière ? L'idée derrière, c'est de se dire que quand on est une femme, on est moins habitué à occuper l'espace. Et ça commence à la cour de récréation d'ailleurs. Le terrain de foot, il occupe toute la place et les filles, elles sont dans les coins en train de jouer à la marelle et à la corde à sauter. Et ça continue après dans l'espace professionnel. Les femmes se font couper la parole 2 fois plus souvent que les hommes. Donc même celles qui osent prendre la parole, elles se font couper. Et donc j'ai constaté que, enfin c'est une réalité d'ailleurs, la représentation que les femmes prennent moins la parole, moins souvent. Et sur LinkedIn, c'est pareil. LinkedIn est un espace professionnel, certes sur Internet, mais c'est exactement la même chose. Et l'idée, c'est de se dire que sur LinkedIn, ce qui va se passer, c'est que plus tu vas être visible, plus tu vas avoir d'opportunités. De la visibilité naît les opportunités. Le fait qu'on soit là aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendue visible et qu'à un moment, on s'est dit, Hélène est venue me voir en me disant, viens, ça va être sympa, on va faire une table ronde. Tu vois. Donc, tu vois, de la visibilité naît les opportunités. Et une des manières de rendre les femmes d'avoir plus d'opportunités, d'être plus riches, c'est d'être plus visibles. Donc ça, c'est la première chose, c'est le pourquoi. La deuxième chose, c'est comment on fait ça. Et l'idée, c'est de se dire que de la visibilité naît l'argent, et surtout que plus on va créer de rôles modèles de femmes différentes qui vont avoir... parce que je ne peux pas dire, moi, OK, j'ai 100 000 abonnés sur LinkedIn, mais en fait, je ne suis pas la personne qui représente le mieux toutes les femmes sur Terre. Et donc, plus on va créer de rôles modèles différents, un peu comme on a d'ailleurs aujourd'hui, et plus, en fait, il y aura de femmes qui vont pouvoir se reconnaître et avoir envie d'y aller. Et la troisième raison, c'est aussi que c'est un challenge qui est réservé aux femmes. Donc, on est entre femmes. Et ça crée un espace de protection. Le groupe protège. Le fait de savoir qu'en même temps que toi, il y a 10 000 autres femmes qui vont faire et qui vont prendre les mêmes risques que toi, qui vont y aller en même temps que toi, et que si toi, tu te foires, elles vont venir t'aider. Mais ça, c'est une valeur qui est incommensurable. Et là-dedans, elles partagent leurs peurs, elles partagent leurs appréhensions, elles partagent leur vécu, leur intime parfois. Et c'est ça qui fait qu'elles y arrivent et que ça crée une marée et qui est tellement puissante pour chacune d'entre elles. Voilà. Super. Bon, on est déjà plusieurs à être prêtes à participer au challenge. Je vous engage un petit peu dans ce challenge. Et vous parliez spontanément de rôle modèle. Vous êtes un rôle modèle. Je crois qu'en occupant le poste que vous occupez aujourd'hui, vous êtes devenu incontournable. On vous connaît, on vous reconnaît pour votre fonction, pour vos compétences. Être mise en avant comme rôle modèle, est-ce que c'est un rôle souhaitable, un rôle que vous embrassez avec plaisir ? Alors, moi j'adore mon métier, j'adore ce que je fais et j'adore les gens avec qui je le fais. Donc j'avoue que je conseille et j'espère que je suis un modèle pour beaucoup de femmes. Mais je pense que, en tout cas pour toutes les dirigeantes, c'est vrai que j'espère être un modèle d'entrepreneuriat. Puisque finalement, être dirigeante, c'est aussi aimer entreprendre. On le disait tout à l'heure, en fait, notre quotidien, c'est de créer de la valeur, c'est de partager, c'est de vouloir bouger les lignes, changer les choses. Et donc, je pense qu'il faut aimer ça. Et donc, pour toutes les femmes qui aiment ça, qui aiment entreprendre, j'espère que je suis un modèle. Mais pour moi, ce qui compte, je pense, dans l'exemple, c'est de montrer que, en fait, moi, je viens d'un parcours quand même complètement différent. Je viens du monde juridique à la base, hein, donc ce que j'ai envie aussi de partager aujourd'hui, c'est plutôt l'exemple de l'ouverture, c'est-à-dire qu'en fait tout est possible et qu'il faut ouvrir les portes
Donc moi, je conseille d'ouvrir les portes et de ne pas attendre qu'elles s'ouvrent toutes seules. Mais surtout de croire en fait dans votre projet, dans ce que vous avez envie d'entreprendre, quel qu'il soit, pas forcément être dirigeant d'une entreprise. En fait, une femme peut très bien avoir envie d'être une très très bonne designer, très très bonne agricultrice. En fait, l'essentiel, je pense, c'est vraiment d'entreprendre ce qu'on a envie de faire. Et je pense que c'est vraiment être soi et entreprendre ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc ouvrir les portes. C'est vraiment l'exemple que j'ai envie de donner. Moi, je viens du monde juridique où on m'a appris à travailler, à anticiper la communication, la stratégie. C'est ce qu'on nous apprend à l'école de droit. Et finalement, aujourd'hui, je dirige une entreprise, donc je suis aussi un exemple d'ouverture. Et c'est ça que j'ai envie de communiquer aujourd'hui, de partager aujourd'hui. Oui, d'autant plus que vous êtes arrivé dans un secteur qui n'est pas tout à fait féminisé encore, c'est celui de la tech. Dans l'optique d'emmener plus de femmes avec vous, dans l'optique de féminiser ce secteur, vous avez créé l'association Women in Dating. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est quoi le projet derrière ce collectif ? Alors Women in Dating, c'est un mouvement en fait. C'est un mouvement qu'on a créé pour justement partager en fait entre femmes. C'est un mouvement qui est dans le secteur du dating, c'est Women in Dating. Parce qu'en fait, nous, dans notre secteur, justement, il y a 10 ans, ces applications de rencontres ont été souvent créées par des hommes, pensées par des hommes, alors que finalement, elles sont utilisées par des femmes. Et donc, je pense que c'est une femme aujourd'hui d'être à la tête d'une application de rencontre, parce qu'elle nous permet, en fait, finalement, de bien comprendre c'est quoi les besoins des utilisatrices, et pas uniquement des utilisateurs. Et donc, je pense que voilà, ça permet aussi d'avoir une vision différente de celle des hommes. Et pour avoir une application de rencontre, il faut des hommes et des femmes, et donc il faut des points de vue différents. Donc moi, je trouve que mon secteur a beaucoup évolué, parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup d'hommes fondateurs ou dirigeants d'applications de rencontre. Maintenant, la plupart des apps de rencontre sont dirigées aussi par des femmes. Et donc, voilà, c'est un exemple à suivre, et je suis extrêmement fière qu'on puisse représenter aussi les besoins des utilisatrices, puisque finalement, on est là aussi pour répondre aux besoins de nos clients et de nos utilisateurs. Les problématiques sont hyper différentes, je trouve, dans le dating, en fait, quand on est une femme et quand on est un homme. Donc, c'est ne serait-ce que la sécurité, que le fait d'être bien dans des bons espaces et tout. Enfin, je trouve que pour avoir utilisé déjà des applications de rencontre dans ma vie, je le dis, je trouve que penser une application pour les femmes, c'est incroyable. Et de la même manière, on parlait de la solidarité entre les femmes. Nous, c'est aussi un moyen de networker, de se donner des conseils. Et effectivement, nous, c'est une safe zone où finalement, le fait qu'on soit des concurrentes sur le marché n'a pas du tout d'importance. Et on va être dans une zone de totale confiance et de partage où on va se conseiller, on va se soutenir, on va se donner des conseils. Et je pense que nous, les femmes, on sait faire ça, on sait très bien le faire, et je pense qu'il faut beaucoup l'utiliser. En tout cas, moi, je le conseille à toutes les femmes. N'hésitez pas à networker et à utiliser le réseau, parce que d'abord, c'est de l'entraide, c'est du conseil, et ça permet de lever des barrières qu'on se fixe nous-mêmes, en fait, des limites et des barrières qu'on se fixe nous-mêmes. Et parler avec les autres, c'est un soutien, je pense, précieux. Les femmes s'entraident beaucoup, contrairement à l'image qui en est donnée de femmes qui sont rivales, de femmes qui vont pas forcément s'aimer, qui vont se tirer dans les pattes. C'est un peu l'image qu'on voit parfaitement. Et je te rejoins sur le fait d'animer aussi une communauté de femmes qui s'entraident. Les femmes sont extrêmement bienveillantes entre elles. Et les personnes qui m'ont le plus aidée dans ma vie, ce sont des femmes entrepreneuriales. Oui, on comprend bien que l'ambition, elle n'est pas du tout égoïste ou individuelle, mais au contraire, elle est complètement collective. Évidemment, quand on parle d'ambition, il y a un sujet qui est énorme et qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de l'argent. Je m'arrête un instant sur un chiffre que j'aime bien rappeler, parce qu'il y a quand même 67% des femmes entrepreneurs qui gagnent moins que le SMIC. Quand même, rappelons ça, c'est important. Une fois cette base posée, Nina, vous avez un objectif, c'est d'aider les femmes entrepreneurs à gagner plus d'argent. Vous le dites comme je le dis. Comment on fait pour se fixer des objectifs financiers réalistes sans se dévaloriser ? Vous, comment vous avez fait, par exemple ? Déjà, plus d'argent, c'est aussi plus de liberté. C'est-à-dire que quand une femme, elle a les moyens de partir, de quitter son mari, qu'elle peut le faire parce que ça ne se passe pas bien à la maison, parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où il y a encore...
300 femmes par an, plus de 300 femmes par an qui meurent de féminicide parce que parfois elles n'ont pas les moyens, ne serait-ce que financiers, de partir. En fait, la liberté, elle passe par l'argent dans le monde dans lequel on vit, malheureusement. Donc je pense que créer l'argent, pour moi, est une manière aussi de se libérer aussi et d'être plus libre de ses choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment se fixer des objectifs sans se sentir mal, peut-être complexé, c'est ça en fait. Il ne faut pas que finalement parler d'argent devienne le reflet entrepreneurial de ce qu'on voit sur Instagram. C'est-à-dire sur Instagram, elle est plus belle que moi, elle est plus mince, elle est plus machin, et en fait peut-être qu'en entrepreneuriat on va se dire elle a un plus gros chiffre d'affaires ou elle a plus de clients, etc. Donc il ne faut pas que ça devienne quelque chose où on se compare et finalement on se dévalorise. Donc ça, je pense que c'est le côté toxique de comparer des chiffres parce qu'on ne compare pas la réalité qui est derrière. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question de combien j'avais besoin aujourd'hui dans ma vie. J'habite à Paris, j'ai un conjoint, j'ai un enfant qui a 2 ans, j'ai un appartement. De combien j'ai besoin par mois, déjà pour moi, être en autosuffisance. Déjà ça, en fait, c'est déjà de l'ambition. Se dire, ok, je vais réussir à générer suffisamment d'argent pour vivre dans les conditions que j'ai envie, voilà ce que je veux, voilà la liste des choses et combien ça coûte. Ok, ne serait-ce qu'avec ça, déjà, moi, je suis partie de ça. Et quand j'ai quitté mon job, moi, j'étais salariée. J'ai quitté mon job, j'étais enceinte. Donc, j'ai vraiment découvert ma grossesse au moment où j'ai eu ma rupture conventionnelle, quoi. Et là, je me suis dit, ok, Nina, t'as 9 mois pour créer une boîte rentable, démerde-toi. Donc, c'est vrai que mon driver, ça a été très rapidement l'argent, parce que je me suis dit, là, de toute façon, il faut générer du chiffre parce qu'il faut se payer, en fait. Ouais. Et donc, l'argent est devenu très vite, en fait, une nécessité. Et comment est-ce que tu fais pour, dans 9 mois, ça se trouve, tu vas être en train de changer des couches, tu n'en as plus rien à faire, il faut que tu trouves un moyen de survivre à ce moment-là. Et donc, c'est un peu comme ça que le sujet de l'argent est venu autour. Et la dernière chose que je dirais aussi, c'est de se fixer des objectifs. C'est la fameuse méthode SMART. C'est atteignable, mesurable, limité dans le temps. Voilà, donc la question, c'est atteignable. Qu'est-ce qui est atteignable aujourd'hui pour toi? Combien il te faut de clients aujourd'hui pour arriver, si tu veux avoir au final dans ta poche, je sais pas, 2 000 € et que tu as 24% de charge sur ta micro, combien est-ce qu'il faut que tu fasses tous les mois? Peut-être qu'il faut que tu fasses, je sais pas, 3 000 € et 3 000 €, ça te fait combien de clients? Voilà, enfin moi en tout cas, c'est de la manière dont moi je me suis fixé mes propres objectifs et après ils ont grandi et après j'ai eu d'autres problématiques, qui n'étaient plus de l'ordre de la survie, quoi. Bien sûr. Donc il y a combien on se rémunère, mais il y a aussi quel argent on va aller chercher, comment on finance son entreprise. Claire Breton, avec Underdog, vous avez fait une levée de fonds assez impressionnante puisque vous avez levé 3,8 millions d'euros en 2023. On sait que c'est prouvé par les chiffres, les femmes entrepreneurs, elles présentent souvent des plans de financement qui sont largement inférieurs, plus modestes que ceux des hommes. Quel conseil vous donneriez pour, pareil, s'autoriser à demander une levée de fonds importante et pour l'obtenir? Vaste question. Déjà en commençant par les chiffres, parce que maintenant on a des chiffres, notamment grâce à l'étude Sista et BCG, on sait que les startups exclusivement fondées par des femmes, et c'est le cas d'Underdog, puisqu'on est 3 cofondatrices, ces startups-là, elles représentent 8% des startups créées en France, donc pas beaucoup, et seulement 2% des fonds levés. Donc il y a vraiment un delta important entre les deux. Nous, quand on a créé Underdog, on s'est posé la question toutes les 3, donc les 3 cofondatrices, sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre ces 5 prochaines années, qu'est-ce qu'on a envie de faire d'Underdog. Et il y avait 2 choix possibles. Le premier, c'est on commence en allant doucement, et c'est totalement OK, c'est-à-dire sans fonds. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma première entreprise en 2016. Et il y avait l'autre choix qui était de lever des fonds. On a très vite répondu à la question qu'est-ce qu'on veut faire dans les 5 prochaines années en disant on veut créer un leader sur notre marché du gros électroménager reconditionné, donc il nous faut des fonds. Et donc après, la suite logique, c'est je construis un BP, un business plan, pour se dire, OK, à quel chiffre d'affaires je vais arriver, combien il me faut de cash pour ouvrir un entrepôt, recruter des techniciens, recruter une équipe en centrale. Et ce besoin de cash, en fait, à aucun moment, on s'est dit, on va aller chercher moins ou on va aller chercher plus. On s'est dit, c'est le besoin qu'il me faut pour mon projet, donc je vais le chercher. Donc je dirais que les étapes, c'est déjà de se fixer aucune limite. C'est pas parce que vous êtes des femmes que vous allez lever moins, c'est qu'on lève des fonds pour un projet. Et donc ce projet, c'est vous qui décidez de la direction qu'il va prendre et donc du cash dont vous avez besoin. Ça, c'est comment vous êtes fait ce plan d'attaque, j'ai envie de dire. Comment ça s'est heurté à la réalité? Est-ce que ça s'est concrétisé assez vite ou est-ce que c'était compliqué?
Nous, on a levé des fonds en 4 mois, donc je ne sais pas si c'est long ou pas long, mais en tout cas, c'était un gros travail. Moi, j'ai rencontré 150 investisseurs pour en avoir 10 derrière, donc ça ne descend pas du ciel. C'est un vrai travail d'aller chercher ces fonds-là, mais à aucun moment, ça a été un problème d'être une femme. En tout cas, on ne me l'a pas montré comme tel. On ne m'a pas envoyé un mail de refus en disant non, c'est pas possible, vous êtes 3 femmes. Donc, je pense que si on se donne les moyens et que de notre ambition, on peut aller chercher ces fonds-là. Hyper intéressant, mais il y a quand même des univers où c'est plus compliqué, notamment la tech. Je me tourne vers vous parce que vous connaissez bien ce domaine maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge un peu, que dans ce secteur-là, le tabou tombe et que les femmes entrepreneurs osent plus facilement demander de l'argent, demander des financements, à aller chercher? Moi, je dirais que moi, en 3 ans, oui, j'ai vu pas mal de choses changer. Je trouve que le mouvement, on est plutôt dans quelque chose de positif. C'est pas gagné encore, il y a encore un long chemin à parcourir, mais en tout cas je trouve qu'il y a des premiers signaux positifs. Alors moi je le verrais sur deux plans, le plan pur professionnel et le plan personnel. Sur le plan purement personnel, il faut vraiment que les femmes se valorisent et apprennent à se valoriser et à demander. Je pense que ça c'est vraiment primordial. Moi j'incite mes collaboratrices à le faire. Donc il faut savoir demander, il faut savoir ajuster sa valeur et juger sa valeur. Je pense qu'on a toujours tendance à se sous-estimer, voire même à privilégier le projet, l'équipe. Mais l'argent, c'est important aussi parce que l'argent nous permet de faire aussi beaucoup de choses et d'entreprendre et de créer de la valeur. Donc c'est un cercle vertueux. Donc je pense qu'il faut savoir demander. Il faut savoir s'accompagner pour apprendre à demander aussi quand on ne sait pas faire. Et sur le plan plutôt professionnel, moi, j'ai pas du mal à fixer des objectifs très ambitieux parce que j'ai besoin d'objectifs très ambitieux pour atteindre mes vrais objectifs. Donc, j'ai besoin d'avoir le sentiment de me dépasser pour atteindre les objectifs. Et donc, c'est un peu ce que je transmets aussi à mes équipes. C'est des objectifs ambitieux pour arriver là où on a envie d'arriver, c'est-à-dire dans le top 5 mondial des applications de rencontres les plus téléchargées dans le monde. Donc, pour ça, il faut quand même, avoir envie d'affronter les GAFAM et les leaders du dating aux États-Unis et en Asie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est numéro 1 dans le dating application française les plus populaires. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, là où je vois que les choses changent aussi, c'est que la parité, le fait d'avoir des femmes dans la gouvernance des entreprises, ça devient aussi un critère RSE, donc de responsabilité sociale d'entreprise. Et donc, je note que les investisseurs, en tout cas, commencent à voir dans ce critère, au-delà du fait que ça devient un critère, commencent à voir en fait l'effet positif d'avoir aussi des femmes dans la gouvernance des entreprises. Et donc, je pense qu'ils nous font de plus en plus confiance et que ça va dans le bon sens. Il faut continuer, on le voit, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs et cofondatrices. Et c'est grâce à la communication, justement, on parle de personal branding, de communication autour des femmes, qu'on va pouvoir donner l'exemple aux autres femmes, mais surtout montrer aux investisseurs, aux financiers, que oui, il y a aussi des belles boîtes françaises dirigées par des femmes qui réussissent et qui apportent de la valeur et qui sont rentables. On peut comparer ça complètement paradoxalement avec les levées de fonds complètement mirobolantes qui sont parfois faites sur des projets, des concepts qui ne tiennent pas la route. Tout à fait. Et pour autant, il y a des levées de fonds mirobolantes, mais on voit aussi qu'on est revenu un peu à la raison. Ouais. Et que je pense que la force des femmes, là maintenant, ça va être justement de montrer qu'on est capable de diriger des entreprises rentables et sustainable, c'est-à-dire vraiment la rentabilité dans la durée, pour des projets à impact aussi et qui vont toucher les générations futures. Vous m'offrez une transition parfaite en parlant de projets à impact. Évidemment, l'ambition, quand on crée une entreprise, c'est de résoudre un problème, certes, mais c'est surtout d'avoir un impact sur la société, de vraiment d'innover, de faire en sorte que les choses bougent. Ce qui est intéressant quand je regardais un petit peu ce que vous faites à Underdog, on ouvre le site internet, maintenant vous avez une boutique, oui on voit des lave-linges, très bien. Mais en fait la réalité c'est que vous ambitionnez de créer un véritable modèle industriel, d'imaginer ce modèle industriel complètement différent. La clé pour changer la société, c'est d'innover, d'être complètement pionnière dans un secteur ? Je pense que la clé pour changer la société, c'est le bon sens.
mais très basiquement. C'est que nous, quand on a fondé Underdog, parce qu'on a découvert 2 chiffres. Le premier, c'est qu'on jette chaque année en France 10 millions d'appareils gros électroménagers. C'est colossal, c'est 30 000 par jour, et qu'il y en a moins de 3% qui sont reconditionnés aujourd'hui. Donc en fait, on produit en masse des produits qu'on pourrait finalement récupérer, reconditionner et remettre sur le marché. Et de cette envie-là et de ce chiffre effroyable, on s'est dit, OK, c'est un énorme gâchis économique et écologique, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qui manque en France? Il manque des reconditionneurs et un gros reconditionneur de gros électroménagers. Et donc, allons-y, créons-le. Mais vraiment, ça part d'un constat très basique et basé sur le bon sens. C'est intéressant que vous parliez de bon sens parce que souvent, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on entend les termes d'intuition. Elles ont senti quelque chose, ces fameuses intuitions féminines. Bon, c'est tout à fait réducteur. Et en même temps, quand on se parlait avant cette table ronde, vous me disiez il faut se faire confiance. Il faut oser, il faut y aller. La réalité, c'est que ce qu'on appelle intuition, souvent, c'est une connaissance, une expertise, une connaissance très, très, très fine de son secteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, complètement, parce que déjà, nous, les femmes, on est toujours les bonnes élèves, donc on travaille très bien et on travaille beaucoup. Mais surtout, en fait, je pense que on a des convictions très fortes, mais ça suffit pas, en fait. Et il faut, par moment, justifier, appuyer des convictions par des chiffres. Et devoir justifier ces convictions par des chiffres, c'est du travail, c'est des études de marché, c'est des analyses de besoins utilisateurs, consommateurs, clients. Et donc, c'est beaucoup de travail. Je te rejoins tout à fait sur le travail, en fait. Tout simplement. Donc, je pense que des convictions... peut-être qu'un homme qui a des convictions, on va le croire et on va le suivre instinctivement. Mais en tout cas, les femmes, nous, je pense qu'on est suffisamment pragmatiques pour avoir des convictions fortes et pour les vérifier avec des chiffres, des études de marché, des analyses. Et quand on parle aussi de projets de société, puisque finalement, ce que vous combattez, c'est cet énorme gâchis auquel on fait face. Quand on parle de projets de société, je m'interroge en fait, est-ce qu'il faut une forme d'ambition politique pour créer un business? Est-ce qu'on peut parler d'ambition politique quand on a un business? On peut clairement parler d'ambition politique quand on a un business. Nous, on a fait le choix d'être entreprise à mission chez Underdog. Donc, très simplement, c'est que vous définissez quelle est votre mission, votre impact positif, et vous l'inscrivez au statut de votre entreprise. Donc, c'est assez fort comme choix. Nous, notre mission, c'est d'encourager la création d'une filière de reconditionnement de gros électroménagers en France. C'est long, mais ça résume bien ce qu'on veut faire. Et derrière, du coup, il y a plein de combats. Il y a le combat d'avoir accès à des gisements de produits défectueux qui, aujourd'hui, sont fléchés vers le recyclage. Il y a des combats pour qu'il y ait plus d'efforts sur la formation des filières techniques parce qu'elles ont été complètement sous-évaluées ces dernières années. Il y a aussi des combats politiques pour avoir de la TVA circulaire ou des bonus reconditionnement. Donc, une partie de notre travail, c'est de rencontrer les pouvoirs publics, les politiques, pour leur montrer que la France est en avance sur l'économie circulaire. L'économie circulaire peut être un levier énorme de compétitivité française et européenne. Et donc, on a un coup à jouer ici et qu'il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc, il y a clairement une énorme dimension politique. Et c'est intéressant parce que le nombre de sociétés à mission a explosé. Ça a triplé en 3 ans en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique ? Je pense que ça va dans le très bon sens. Effectivement, les chiffres sont assez parlants. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, à la fois les dirigeants, mais aussi beaucoup les salariés, veulent rejoindre des structures qui ont un sens, qui ont un impact positif sur le monde. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, soit de créateurs et créatrices de start-up, qui se disent « Ok, comment je deviens en fait impact native », donc où j'ai vraiment une mission derrière. Et d'autres se disent « Comment je transitionne vers un modèle où je ne me posais pas forcément la question au tout début, mais je me pose de plus en plus la question de mon impact et comment je deviens entreprise à mission ». Et c'est clé pour toutes les années qui vont arriver. Ouais, c'est super. Et ce terme d'impact, on l'entend beaucoup. Mais comment on fait pour le mesurer ? Je me tourne vers vous, Nina, parce que vous évoluez dans un monde qui est celui des réseaux sociaux, où on peut facilement mesurer le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de réactions. C'est très facile, c'est chiffré. Vous avez votre audience, vous la mesurez. Mais comment vous faites pour mesurer et pour évaluer votre impact ? Effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est assez facile. L'idée de la marque personnelle, c'est de devenir son propre média. Donc l'impact, c'est d'aider chaque femme à devenir son propre média. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous accès aussi à, que ce soit des journalistes ou que ce soit des réseaux et parfois, ou d'avoir fait des grandes écoles. Et le fait de pouvoir
aider chaque femme à devenir son propre média et à faire des 1 million de vues tous les mois, moi c'est ce que je fais, entre 1 et 2 millions, en fait c'est aussi créer un impact et créer des voix. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose moi que je mesure, et justement, c'est quand je fais le challenge avec 10 000 femmes, je mesure le nombre de publications qui ont été créées. Et donc la dernière fois, sur les 10 000 personnes qui ont posté, chaque personne a posté en moyenne 3 fois. Parfois, on parle de femmes qui peut-être n'avaient jamais posté de leur vie et qui du jour au lendemain se disent « Ok, je vais aller oser raconter qui je suis, le raconter professionnellement pour attirer des opportunités. » Donc vraiment aller me confronter au marché, aller parler de ce que je sais faire en termes d'expertise. Donc ça, c'est le passage à l'action qui est important pour moi de mesurer. Et la troisième chose que je mesure, c'est aussi comment je redistribue la valeur que je crée. Et c'est vrai, chez Ramène ta fraise, notamment quand on a fait ce challenge-là, on a reversé 1 euro par inscrite à une association. Donc en fait, on avait sélectionné 3 associations. Une association... je ne vais pas vous faire la liste, mais en tout cas, après on faisait voter. Ouais. Et nos challengeuses ont choisi de donner à une association qui s'appelle Tout à l'abri, qui s'occupe des femmes qui ont besoin d'abri à Bordeaux. Et donc tout ça pour dire que en fait, l'impact, il se mesure de plusieurs manières, à la fois à quel point je suis capable de toucher un large public de personnes, effectivement, pas forcément que les likes, les commentaires, mais aussi les impressions. La deuxième chose, c'est à quel point j'arrive à mettre ces gens en mouvement. Donc, comment j'arrive à les faire poster. Et la troisième chose, c'est au travers de ce que j'arrive à générer, comment j'arrive à redistribuer cet argent auprès de personnes qui ne sont même pas sur LinkedIn et qui vont probablement jamais la voir. Alors, c'est bien d'aider les entrepreneurs sur LinkedIn, mais en fait, ça concerne 10% des femmes et encore, je ne sais pas quoi. Donc voilà, comment est-ce qu'on recrée aussi de la valeur sur ça, sur des choses qui ne sont pas dans mon domaine d'expertise et comment on aide des gens qui sont sur le terrain et qui le font à leur échelle. Ouais, l'idée d'emporter d'autres personnes avec nous, quoi. Et c'est intéressant parce que je lisais une interview de vous, Claire Breton, vous disiez... mais moi, j'aimerais bien avoir des concurrents, en fait, sur ce marché-là. Ça a choqué tout le monde. Pourquoi vous dites ça? Non, mais je peux t'en donner si tu veux, j'en ai beaucoup. Ouais. Non, pourquoi j'ai dit ça? Mais je le pense toujours, c'est parce que j'en reviens à notre mission. Notre mission, c'est d'encourager la construction d'une filière. Nous, on est sur l'économie circulaire, donc en fait, on ne peut pas fonctionner sans les gisements, sans l'outil industriel et sans la distribution. Et si on veut que le reconditionné devienne une norme de consommation, aujourd'hui, pour rappel, on est à 3%, on peut monter jusqu'à 15 ou 20% de reconditionné sur ce marché-là. On ne pourra pas le faire tout seul. Donc moi, je serais hyper heureuse d'avoir des acteurs qui se lancent sur la partie industrielle. Ça voudra dire qu'on a prouvé que ce modèle, il fonctionne, qu'il est fiable, qu'il est rentable, qu'il est duplicable. Et donc, j'attends ça avec impatience. Ceci est un appel. Ceci est un appel, on est au bon endroit pour ça. Et si je peux compléter, on n'est pas obligé d'être aussi une entreprise à impact pour avoir de l'impact. Apple n'est pas une entreprise à impact. Pour autant, on a un impact dans la vie des gens tous les jours. Notre enjeu, c'est un enjeu social, c'est créer du lien social entre les gens, faire en sorte qu'ils se rencontrent. Et on l'a vu pendant le Covid, le lien social, c'est très important, c'est même vital. Donc, il ne faut pas s'empêcher d'avoir de l'impact parce qu'on n'est pas une entreprise à impact. En fait, on peut avoir de l'impact dans la vie des gens. On peut, si l'objet social de l'entreprise n'a pas d'objet à impact, on peut aussi soutenir des causes, des associations, faire des partenariats avec des associations. Il y a plein de moyens d'avoir de l'impact dans une entreprise pour aussi associer ses collaborateurs à ça, à cet impact. Voilà, non, mais bien sûr. Et puis pour compter, il faut aussi rayonner, être présent dans d'autres pays, dépasser les frontières de l'Hexagone. Vous, évidemment, vous êtes présente en dehors de France. Ce qui m'intéresse, c'est le partenariat mondial que vous venez de lancer avec Foursquare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il est question ? Oui, alors en fait, donc Happen, à l'origine, le concept, c'est vraiment retrouver qui vous croisez. Donc c'est vraiment provoquer des rencontres dans la vraie vie. Et en fait, comme dans la vraie vie, les gens se rencontrent dans des bars, dans des restaurants, dans des soirées avec de la musique aussi, dans des parcs. Et en fait, on a voulu reprendre en fait, tous ces lieux de rencontre de la vraie vie pour les mettre dans le produit et justement faire en sorte que les gens aussi se rencontrent à travers ces lieux-là. Ce sont nos lieux favoris. Les bars, les restos où on va, en général, on va toujours dans les mêmes parce que ce sont nos lieux favoris, on adore les cocktails, etc. Et donc on a voulu faire ça avec un acteur mondial, puisqu'Appen aujourd'hui est présent dans le monde entier. Mais on est très présent en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Turquie. Et donc il fallait vraiment qu'on trouve un acteur mondial
qui veuillent bien travailler avec nous. Et on a noué ce partenariat avec Foursquare, qui est quand même l'acteur numéro 1 des Point of Interest, donc des points d'intérêt sur le plan mondial. Et donc nous, on est très fiers de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, Appen, entreprise française, européenne, peut nouer comme ça des accords stratégiques avec des acteurs américains. Ça veut dire qu'on a atteint une notoriété telle et suffisante pour pouvoir négocier ce type d'accord avec ce type d'acteurs. Ouais, et donc, il y a un côté, je dirais, expérience produit, expérience utilisateur, mais aussi c'est une fierté d'un point de vue entreprise et projet d'entreprise. Et quand on parle de rayonnement à l'international, ça peut commencer tout petit. Vous, Claire, vous avez commencé à Nantes avec une petite boutique, un site internet. C'est plus si petit, puisque maintenant vous êtes aussi présente en Europe. Est-ce que finalement, c'est important de sortir des frontières? Et comment vous avez fait en l'occurrence pour déterminer quand était le bon moment pour aller en dehors de l'Hexagone? Alors, on n'est pas encore en dehors de l'Hexagone, mais du coup, je peux répondre à la question de savoir pourquoi on n'y est pas encore, parce que je pense que le moment d'aller dépasser les frontières de la France, c'est un moment assez charnière. Il faut s'assurer que l'entreprise, c'est le bon moment pour elle. Est-ce qu'elle est assez mature? Est-ce que j'ai assez grossi sur le marché où je suis? Est-ce que j'ai assez appris et j'ai consolidé mon modèle avant de le dupliquer ailleurs? Et je trouve que cette question, elle est clé. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est bien d'aller vite et d'aller se développer sur d'autres pays, mais à la fin, il faut être sûr d'avoir consolidé son modèle en France. Nous, on est à cette étape-là et l'Europe arrivera dans quelques mois. Mais c'est dans les cartons. C'est dans les cartons. C'est tout à fait dans les cartons. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'où on démarre, où est-ce qu'on va, la vitesse qu'on choisit. Nina Raman, vous, quand vous regardez vers l'avenir, vous avez cet objectif de consolidation, d'investissement sur le long terme, mais aussi, vous m'avez dit de créer une deuxième entreprise, parce que pourquoi s'arrêter là? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, exactement. Je pense que c'est intéressant cette idée à quelle vitesse on y va. Parce que nous, on est une entreprise à croissance linéaire, on est une PME, quoi. Enfin, on n'a pas de scalabilité dans notre modèle, c'est vraiment quelque chose de très linéaire et donc ça prend du temps parce qu'il faut vraiment renforcer, on s'autofinance et chaque projet en fait demande beaucoup d'argent et pour pas déstabiliser celui qu'on est en train de faire. Donc quand on a l'ambition d'avoir une deuxième entreprise, c'est d'abord comment est-ce qu'on fait que la première devienne autonome, un peu comme des enfants, quoi. Faire en sorte que ça fonctionne et puis pour avoir du temps pour investir dans la deuxième. Donc moi, c'est un choix auquel je suis confrontée aujourd'hui. C'est un choix qui me fait peur parce que je me dis comment est-ce que je vais passer du temps? Je suis seule seule dirigeante pour passer à une autre entreprise. Donc voilà, c'est vraiment tout ça qui se joue derrière. Ramène ta fraise est une entreprise, est un organisme de formation. On aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn pour développer leur business. Donc on le fait sur LinkedIn et là l'enjeu c'est de le faire autre part, autrement. Donc probablement de la prise de parole en public, probablement une autre verticale qui sera peut-être plus seulement LinkedIn, mais comment est-ce qu'on aide les femmes à occuper l'espace professionnel de manière générale au-delà des réseaux sociaux. Ah, c'est génial, on va suivre ça de près. Il nous reste une petite minute de conclusion et moi j'avais envie de vous interroger très brièvement toutes les trois sur cette notion de slowprenariat qui se développe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un manque d'ambition que de vouloir entreprendre plus tranquillement? Je ne sais pas qui veut commencer. Pas du tout. Je pense que on le disait au tout début, on choisit notre vitesse et on choisit l'échelle de l'impact qu'on veut avoir. Je trouve que même le soloprenariat, il y a une sorte de courage là-dedans parce que regardez où on est aujourd'hui, on voit les choses en grand, c'est big, il faut toujours aller très vite, il faut toujours aller très fort. Et en fait, c'est accepter et s'avouer que là, je suis sur un rythme de croissance qui me va ou alors je veux le ralentir ou peu importe, assumer la vitesse qu'on veut avoir. Je trouve qu'il y a une forme de courage, que cette vitesse soit lente ou forte, peu importe, il faut être aligné avec ce qu'on veut vivre. Je suis totalement d'accord avec toi sur le slowprenariat. La question, c'est toujours à quel point tu veux mettre ton entreprise au service de ta vie aussi. Bien sûr. Ou ta vie au service de ton entreprise. Et ça, je trouve que c'est une question qui se pose quand on a des entreprises à impact, mais y compris même si on n'en a pas. La question, c'est... moi, j'ai choisi personnellement d'avoir une entreprise au service de ma vie.
C'est-à-dire que l'entreprise est là pour faire en sorte que Nina ait une meilleure vie de manière générale, même si évidemment ça passe par le fait d'impacter beaucoup de femmes. Et évidemment, j'essaie de le faire de manière consciente par rapport aux enjeux et j'essaye de créer la vision du monde que j'ai envie, mais ça passe aussi par le fait que Nina, elle a un enfant, donc il faut qu'elle le gère, elle a envie d'avoir tel et tel truc dans sa vie et ses besoins ont besoin d'être satisfaits. Et je ne sais pas si c'est un manque d'ambition, mais en tout cas, moi, je le vis assez régulièrement comme un arbitrage entre est-ce que là, tu as envie de faire x10 sur ta boîte ou est-ce que tu as envie de faire x10 sur ta vie perso. Et pour avoir entrepris avec un enfant en bas âge, je sais que parfois l'arbitrage, il est juste sécuriser le perso et c'est pas un manque d'ambition, c'est aussi remettre son masque à oxygène avant de mettre celui des autres dans l'avion. Le mot de la fin, Karima. Alors, je pense qu'il y a les deux, en fait, selon le niveau de l'entreprise. Moi, je trouve que le slowpreneuriat, c'est ça ? Tout à fait. C'est très courageux. Je trouve au contraire que c'est s'affirmer et c'est aller chercher de la valeur, pas forcément dans des croissances exponentielles et d'être toujours à la course à la croissance, mais d'aller plutôt chercher, on va dire, la performance extra-financière aussi d'une entreprise, la création d'emplois, un projet, de l'impact. Et moi, je trouve que c'est aussi admirable que toutes ces entreprises qui ont aussi des fortes croissances. Donc moi, je trouve que les deux, je suis assez admirative des deux modèles. Et je trouve que ces femmes-là qui sont dans du slowpreneuriat, j'ai envie de dire slow dating parce que je suis habituée à le dire, mais dans du slowpreneuriat, c'est aussi un exemple parce que c'est une affirmation de soi et parce qu'en fait, on est en phase avec soi-même, avec ses ambitions, avec son besoin du moment. Et après, en général, la croissance, elle vient toute seule. Parce qu'en fait, quand on fait bien les choses dès le début, après, ça démarre et ça va partir tout seul. Voilà. Après, nous, quand on a des investisseurs évidemment, tout dépend en fait du moment de vie de l'entreprise. Quand il y a des investisseurs, il y a un peu plus de recherche de croissance. Quoique maintenant, il y a quand même la performance financière et extra-financière qui est aussi importante maintenant dans les entreprises. Donc je dirais que les deux modèles se valent, il suffit de s'écouter et que ça nous corresponde en fait, en tant qu'entrepreneur. Et c'est pas un choix définitif aussi. Pardon, mais c'est pas un choix définitif. On peut choisir de faire du slowpreneuriat au début parce que notre contexte de vie nous permet. Puis au moment où on est plus libre de se dire oui là c'est bon, c'est le moment d'accélérer. Eh bien, on va devoir conclure. Merci à toutes les trois pour cet échange très riche. Vous avez des profils, des carrières, des secteurs très différents. Donc, c'était très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Un grand merci.